Bonjour. Y a-t-il une solution au conflit israélo-palestinien, soit par des signaux faibles, soit par des signaux forts? C'est un petit peu l'objet de ce que je voudrais soulever aujourd'hui. Nous sommes le 25 novembre à peu près. Alors on va voir trois parties. D'une part, ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et comment le solutionner. Et dans le comment le solutionner, on va voir le conflit religieux, le conflit mondial et le conflit politique. C'est vrai que c'est un petit peu corsé comme sujet. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une guerre face au Hamas à Gaza, qui est une guerre suite à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un massacre le plus horrible qu'il soit, l'un des massacres les plus horribles de l'histoire de l'humanité, avec en plus des caméras pour filmer, pour transmettre des images. Enfin, c'est dans des conditions. Enfin, bref, c'est de l'innommable, de l'indicible. On a presque l'impression que les nazis sont battus et que Daesh est quasiment un enfant de cœur à partir de ce qui a été fait là. Donc effectivement, Israël a réagi, donné une fessée aux gamins. On a tous envie de le faire et ne pas le faire de temps en temps, c'est pas bon. Et là, c'est bien de le faire jusqu'à un certain point. Bon, c'est un autre sujet. Deuxième point, donc il y a cette guerre face au Hamas. Deuxième point, un conflit sourd en Cisjordanie, où il y a des morts en Cisjordanie, on ne peut pas le nier, il y a des morts, il y a effectivement des morts, avec l'armée, avec les, les gens des implantations. Et puis un conflit plus ouvert au sud Liban, avec le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran, et l'Iran qui est là, qui soutient aussi les Houthis du sud Yémen, qui envoient des drones sur le site d'Israël, etc. Donc il y a quand même un conflit généralisé dont l'élément dominant est Gaza, mais qui est incontestablement de plusieurs sources par des milices, si on veut, des milices essentiellement financées par l'Iran. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce conflit? Pourquoi les musulmans sont là à ce point-là? Eh bien, en 632, après la mort du prophète, il y a un califat islamique qui s'est créé entre 632 et 661, d'après ce que j'ai pu lire, en particulier sur la région qui nous concerne aujourd'hui, qui couvre de l'Égypte jusqu'à la Libye, à beaucoup plus au nord et à l'est, du côté de la Syrie, l'Irak, etc. Donc, l'islam est présent là. C'est ce que disent les musulmans. Et ce que disent les juifs, mais non, nous, on est là depuis au moins 3200 ans, depuis les temps bibliques, et il y a 3000 ans, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, David a créé la ville de Jérusalem, qui était sa capitale, parce qu'il y avait le temple qui était là, voilà, etc., où il a construit le temple. Donc l'un et l'autre disent, ben, nous on est là depuis longtemps. Chacun dit qu'il est là depuis longtemps et chacun est là depuis longtemps. Sauf que, bon, c'est vrai que chacun n'a pas été de manière permanente là. Il y a eu les Philistins, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu les chrétiens, il y a eu les Ottomans, il y a eu les Anglais et les Français, et on va y venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tout à coup, il y a eu plus de juifs? Eh bien, on a la fin du 19e siècle, la montée des nationalismes dans le monde entier, qu'on retrouve d'une part par la création des États-Unis, l'indépendance des États-Unis en 1774, et puis les nationalismes allemands, italiens, qui créent des États qui n'étaient pas des États tels qu'on les imagine aujourd'hui, qui étaient un ensemble de possessions, enfin de possessions, mais un ensemble de lieux géographiques forts. Et puis, à la fin du 19e siècle, à part ces mouvements nationalistes, il y a aussi les pogroms dans l'Empire russe qui se développent, avec les pogroms contre des juifs, et les juifs partent, soit vers les États-Unis, en gros, à 90%, ceux qui partent vont vers les États-Unis, et à 10%, ils vont vers la Terre Sainte, où ils retrouvent des juifs qui ont toujours habité là-bas, notamment dans la ville d'Hébron, moins Jérusalem d'ailleurs, curieusement, puisqu'il y a eu les massacres chrétiens à l'époque des croisades, et il s'installe là-bas. Il y a une histoire qui est assez intéressante, puisque les populations locales étaient plutôt des pauvres, et les populations arabes étaient plutôt analphabètes, alors que ceux qui arrivent sont un petit peu des intellectuels, les autres étant des artisans. Bref, guerre 14-18,
L'Empire ottoman s'effondre au lendemain de la guerre. Il est partagé entre les Français et les Anglais, je crois, avec l'accord Sykes-Picot, qui partagent, et on crée des nouveaux États. Regardez la carte du Proche-Orient, beaucoup d'États sont créés de toutes pièces, et on a la Transjordanie qui est créée. Vous vous souvenez du film Laurence d'Arabie, je crois que c'est là que la Transjordanie a été créée. Il y avait l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, etc. À coups de crayon, on taille dans le désert. Bien. Et d'ailleurs, je crois qu'accessoirement, on a fait une erreur d'attribution, où l'attribution a été corrigée entre le royaume de Syrie à l'époque et le royaume d'Irak. Donc on a la fin de l'Empire ottoman, le partage entre les Français et les Anglais, et puis la Palestine mandataire. Il y a eu la Transjordanie qui devait avoir un royaume, donc il ne reste plus qu'une partie de la Palestine qui est de l'autre côté, qu'on appelle Palestine, parce que ce nom-là vient des Romains, qui avaient attribué le nom de Palestine à cette région-là, qui vient des Philistins, qui habitaient, si on veut, la bande de Gaza, enfin toute cette région sur la côte, et plus au nord, vers les villes d'Ashkelon, sans aller jusqu'à Jaffa, un pays très riche, avec encore aujourd'hui une centaine de puits, de l'eau, etc. C'est en réalité, curieusement, Gaza est originellement un pays riche de la côte. Le reste, il y avait la malaria, etc. Il faut monter jusqu'à Saint-Jean d'Acre pour trouver quelque chose, peut-être Haïfa, pour trouver quelque chose de plus paisible. En 1947, il y a un plan de partage qui est voté à l'ONU, qui vient d'être créé depuis peu de temps, un plan de partage qui donne en gros, je crois, c'était 20 ou 30% de la Palestine mandataire britannique aux Juifs, environ 70% aux Arabes, et puis 5% ou 10%, vous voyez les pourcentages, à une ville internationale qui est Jérusalem, avec un lien vers la mer. Le vote est accepté, les Juifs de Palestine l'acceptaient, les Arabes de Palestine ne l'acceptent pas, d'autant plus que les pays voisins disent « mais non, cette terre a été musulmane, elle doit rester musulmane ». Et ils disent des Palestiniens, 750 000 Palestiniens quittent à ce moment-là la Palestine mandataire, ils sont encouragés à quitter parce qu'on leur dit « vous en faites pas, on va mettre les Juifs à la mer ». Et on va récupérer tout ça. Et on voit déjà l'expression mettre les Juifs à la mer, tout simplement parce qu'on les met à la mer et on récupère la terre. Les Juifs, eux, gagnent. Ils prennent la partie juive de la Palestine et ils créent Israël, qui est plus grand que l'accord de plan de partage de l'ONU de 47. En 49, c'est plus grand. Et la Palestine arabe, qui devait être un pays, est partagée, est occupée, est partagée entre la Transjordanie, qui devient la Jordanie, et l'Égypte qui prend Gaza. En fait, les Palestiniens arabes du plan de partage n'ont jamais eu d'État. Ils ont été occupés. Mais il y a une permanence, donc les Palestiniens qui avaient quitté pour revenir reprendre le pays quand les Juifs seraient à la mer, restent apatrides dans les pays où ils sont. Ils sont donc dans des camps apatrides, sans nationalité, au Liban, en Jordanie, en Égypte, ils restent à Gaza et il y en a en Syrie. Et ils sont financés par l'ONU d'un organisme qui s'appelle l'UNRWA. Et je vous recommande d'étudier comment ces populations ont évolué, parce qu'il y a des chiffres quand même un petit peu étonnants. Il y a la guerre de 67, le Sinaï ensuite est rendu, en 2005, Gaza aussi est rendu, et c'est d'ailleurs Sharon qui l'a rendu. Et en 2007, suite à des élections, le Hamas prend le pouvoir et massacre 750 partisans du Fatah, dont certains n'ont pas trouvé l'ascenseur pour descendre des immeubles et sont partis un petit peu vite par la fenêtre. Le Hamas prend le pouvoir. Alors, comment le solutionner? On va passer toutes les étapes suivantes. Comment le solutionner? Il y a le conflit religieux. Alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le 7 octobre, on a vu des cris de joie dans le monde entier, de la part des musulmans, qu'ils soient dans des pays musulmans et qu'ils soient des populations musulmanes dans des pays où ils ne sont pas, qui ne sont pas des pays musulmans, des cris de joie extraordinaires disant « on a réussi à tuer des juifs et ça c'est formidable ». Ça fait
froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Le deuxième sont les frères musulmans. Dans le conflit religieux, les frères musulmans et les chiites d'Iran qui entretiennent tout ce système-là aujourd'hui. Et on a plusieurs livres, comme celui de Madame Florence Bergeau-Blaclair, sur l'entrisme musulman dans nos civilisations occidentales. Elle traite le cas de la France et d'autres traitent aussi d'autres pays. Donc on a un entrisme pour déstabiliser. Un peu, si vous voulez, comme si vous avez lu le Mage du Kremlin de cet auteur italien, dans le chapitre 20, comment ils arrivent, non pas à prendre le pouvoir, mais à déstabiliser les États occidentaux en favorisant des groupes, y compris des groupes opposés. Et on a eu, à la suite de cela, Evgeny Prigogine avec les milices Wagner, qui était une de ces expressions de la déstabilisation. C'est proche, ce que font les frères musulmans et ce que fait l'Iran est proche. Et puis, le deuxième point de comment solutionner, à part le conflit religieux, c'est le conflit mondial. En fait, c'est curieux. L'antisémitisme est une permanence qui existe malheureusement dans de nombreux pays, mais qui existe aussi aujourd'hui au niveau monde. Alors on appelle ça l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. En 1947, pardon, j'ai un petit problème. En 1947, c'est la guerre froide. Quand l'État d'Israël est voté par l'ONU, en réalité, il obtient le soutien soviétique au détriment du soutien américain, qui est venu par la suite. Pour les soviétiques, Israël était un État de gauche. C'était un État de gauche qui a été gouverné par les travaillistes pendant, je crois, 20 ou 30 ans, avec des kibboutz, avec différents systèmes qui sont complètement inspirés des systèmes qui existent dans l'Union soviétique. En 1967, là c'est différent. On est sur le soutien américain, on est toujours en guerre froide sous le soutien américain, et le fameux embargo français de Gaulle qui prive Israël, notamment des avions, qui fait que ça a contribué à créer une industrie de l'aviation en Israël. Ça c'est 1967. On a basculé. 1973, cette fameuse guerre du Kippour, c'est le symbole de la guerre du pétrole avec l'explosion du prix du pétrole. Donc tout à coup, c'était un pays, Israël, qui déstabilisait le monde économique et qui avait provoqué cette guerre avec un prix de pétrole qui avait explosé. Dans les années 80, c'est l'esprit du colonialisme. Alors c'est ce qu'on appelait les colonies, les implantations juives en Cisjordanie, qui se sont développées de manière sans doute exagérée, très forte, sous Benyamin Netanyahou. Et donc, les Juifs sont des colonialistes, les Juifs sont des Blancs, donc sont comme les Américains. Et c'est cette vision qui est donnée dans l'ensemble du monde, et en particulier dans la gauche mondiale, et les gauches européennes qui deviennent antisionistes. En 2023, c'est le wokisme qui est en avant. Alors ça fait une vingtaine d'années que ça existe, en particulier depuis la première intifada. Mais le wokisme qui a pris forme il y a quelques années avec le Black Lives Matter, c'est la priorité aux particularités des individus par rapport à la généralité. C'est-à-dire que l'individu en tant que tel, de ce qu'il a revendiqué, est plus important que ce que peut affirmer la collectivité sur les sujets. Et on a vu il y a quelques jours des manifestations féministes contre la violence faite aux femmes ne pas vouloir que la manifestation comporte des juifs parlant d'Israël et du 7 octobre, où des femmes avaient été violées, et pour dire la suite, égorgées et éventrées par la suite. Il ne fallait pas en parler. Et ce wokisme est un élément aussi des mouvements finalement antisionistes et antisémites. Alors le conflit politique, comment le résoudre? Comment le résoudre au final? Avec ce conflit religieux qui est vraiment pas facile. C'est le premier point. Il faut trouver les religieux ouverts, mais ouverts partout. Qu'ils soient ouverts en Arabie Saoudite, qu'ils soient ouverts en Égypte et qu'ils soient aussi ouverts en Iran. Qu'ils soient donc sunnites ou qu'ils soient chiites. Il faut trouver ces religieux ouverts, et y compris dans le monde juif, trouver des religieux qui soient aussi ouverts à accepter l'ensemble des populations.
Il faut avoir des gouvernants ouverts. Ça, c'est pas difficile, parce qu'avec ceux que l'on a aujourd'hui, on est plutôt dans un monde fermé ou incompétent. Et puis, troisièmement, c'est une autre idée qui, elle, peut venir plus loin, chapeauter le système, et qui peut être aussi une idée qui est une solution. Elle avait été évoquée par Shimon Peres il y a très longtemps, mais c'est quelque chose à remettre sur la table. C'est un signal qui était faible, à réagiter aujourd'hui. C'est une sorte d'union, union économique, politique, financière, entre Israël, la Palestine, on dit une terre de deux États, c'est une terre trois États, on le voit en ce moment, le Liban, l'ancienne Suisse du Proche-Orient, des gens extraordinaires au Liban, qui sont partis partout, parce que le Liban a fait germer une instabilité très forte, et la Jordanie. Réunissons ces pays-là, ces quatre États, Israël, Palestine, Liban et Jordanie, pour créer quelque chose qui s'équilibre, à condition qu'on arrive à trouver la solution politique, c'est le moins difficile. La solution religieuse, c'est le plus difficile. Quant au conflit mondial dont j'ai parlé auparavant, avec le wokisme actuel, c'est un des éléments des freins actuels. Donc il y a un énorme pari, un énorme travail à faire pour changer le monde dans son ensemble, parce qu'Israël est un peu un symbole des crises mondiales. On pourrait parler de Taïwan, on pourrait parler de l'Arménie, on pourrait parler du Darfour, du Soudan, du Congo, etc. Ça en fait partie. Comment solutionner ces drames qui nous empestent la vie quand on commence à les regarder. Et on ferme trop souvent les yeux. Je repars en plongée. À bientôt.